Bonsoir à tous. On va reprendre au cœur des forêts de Christian Simon. Chapitre 32. Le 26 février au matin, j'ai ressenti une grande fatigue au moment de me lever, et j'y ai renoncé pendant 1 heure, non sans m'en vouloir, car je sais où peut mener ce genre de concession. J'ai déjeuné, fait un brin de toilette, et je me suis dirigée vers mon bureau avec une étrange sensation de malaise qui s'est accentuée rapidement. Le monde a vacillé autour de moi et le plancher est venu à mes rencontres sans me laisser le temps de projeter mes bras en avant pour me protéger. Le choc a été rude, mais je n'ai pas eu la possibilité de me demander ce qui arrivait, car j'ai perdu connaissance pendant un laps de temps dont je n'ai pas pu évaluer la durée. 3, 5 ou 10 minutes. Impossible de le savoir, car je n'ai pas eu le loisir de consulter ma montre avant de tomber. Je me suis réveillée avec un énorme mal de tête et je n'ai réussi qu'à me traîner jusqu'à mon lit, non sans m'interroger. Que s'est-il passé? À quoi était dû ce malaise qui m'avait privé de conscience en me donnant la sensation bizarre que quelque chose s'était brusquement déréglé dans mon corps, la conviction précoce que je venais d'entrer dans un pays étrange, plein de menaces. Je savais que Solange n'arriverait pas avant 11 heures, et j'ai pris le temps de récupérer, m'asseyant au bord du lit avant de me lever. Et de nouveau le vertige m'a saisi, obligeant à m'allonger en retrouvant avec étonnement une sensation enfouie depuis très longtemps, celle de mes maladies d'enfant, tant les coups de froid ou les grippes m'obligeaient à rester couché sous l'édredon, la poitrine brûlante de cataplasme à la moutarde, les jambes coupées, la fièvre au front. Pas si désagréable en demeurant, car ces matinées-là constituaient un refuge contre toutes les peurs, tous les chagrins, et ma mère ne cessait de venir à mon chevet, tâtant mon front, me disant qu'elle avait fait prévenir le médecin, que tout irait mieux demain. Jamais au cours de ma vie je ne me suis sentie aussi en sécurité qu'à l'occasion de ces jours bénis, que l'arrivée de mon père le soir achevait d'éclairer d'une lumière à nulle autre pareille. Je savais que le froid resterait au dehors, mais aussi toutes les pleurs que Justine dispersait autour d'elle, toutes les ombres qui se levaient parfois à son sillage au parfum de violette. L'ombre qui s'était levée, ce matin de février, était d'une autre nature, bien plus menaçante qu'à cette époque-là. Je ne pouvais en douter. Elle était immense, épaisse, et m'avait enseveli sans que je puisse m'en défendre. J'ai quand même trouvé la force d'aller jusqu'à la cuisine en m'obligeant à croire à un problème passager, et j'ai bu coup sur coup 2 tasses de café dans lesquelles j'ai versé un fond d'eau de vie. J'ai pris le temps de les boire lentement, puis je me suis levée et j'ai constaté que l'ombre menaçante demeurait couchée loin de moi. Vite, je suis sortie et j'ai marché vers le Land Rover en me sentant mieux grâce au froid du matin. Ensuite, j'ai roulé vers le chantier où j'ai retrouvé les hommes comme si de rien n'était, et j'ai été rassurée de voir qu'ils ne lisaient rien de suspect sur mon visage. Je suis cependant restée vigilante toute la matinée, et je suis rentrée tard pour déjeuner en espérant que Solange aurait regagné sa maison après avoir préparé mon repas. C'était le cas. J'ai déjeuné lentement, en prenant bien mon temps, puis je me suis allongée 1 heure et je suis repartie dans l'après-midi lumineux que le vent du nord débarrassait enfin des nuages bas accumulés depuis quelques jours. Ce froid m'a fait du bien, du moins je l'ai cru. C'est pourtant vers 7 heures, alors que j'étais rentrée depuis peu et que je m'apprêtais à dîner, que la grande ombre noire s'est levée, de nouveau, et de nouveau m'ensevelit. Cette fois, le doute n'était plus permis. Il y avait là, dissimulée au fond de moi, une menace dont je devais tenir compte, d'autant qu'elle était maintenant accompagnée de vertiges qui me donnaient l'impression que le monde tanguait autour de moi. Je n'ai pas mangé, et je me suis couchée en m'interrogeant sur ce qu'il convenait de faire. Le cacher à Solange qui ne manquerait pas de prévenir Charlotte, certes, mais surtout me soigner de manière à pouvoir l'accueillir dans un mois. Le lendemain, ce n'est pas sans appréhension que je suis partie à Aiglemont consulter le médecin, qui, ne pouvant se prononcer clairement, m'a prescrit des analyses auxquelles je me suis soumise d'autant plus facilement que les vertiges n'ont pas cessé. Je suis parvenue à les dissimuler à Solange en l'évitant, tout simplement, mais je n'ai pas pu me soustraire au verdict qui est tombé 2 jours plus tard, de la bouche d'un homme habitué à appeler un chat et qui savait n'avoir pas besoin de me ménager. Vous avez frôlé l'AVC. Il est même possible que vous ayez fait un léger le premier jour. Un AVC? Oui. Un accident vasculaire cérébral. Vous avez trop de tension et probablement les artères bouchées. Ce qui signifie que vous allez devoir suivre un traitement pour éviter de disparaître de cette terre plus rapidement que vous ne le pensez. Mais qu'est-ce que ça veut dire plus rapidement? Ça dépendra beaucoup de vous. C'est tout? Non. Je vous écoute.
Si vous ne suivez pas mes prescriptions scrupuleusement, je puis vous garantir que vous n'y échapperez pas. Il ajoutait d'une voix sans concession. En outre, il va falloir songer à vous reposer, à moins travailler. Voilà qui était clair. Je suis passée à la pharmacie et une fois à Servières, j'ai cherché un endroit où cacher les médicaments que j'ai pris immédiatement. Je me suis alors sentie mieux très rapidement. C'est ainsi que je me suis rassurée, ne parvenant pas à imaginer que je ne puisse plus me rendre dans la forêt parmi les arbres chaque fois que je le souhaiterais. C'était là une perspective inenvisageable, et je n'accepterai jamais. On n'en était pas à ce stade, heureusement, mais je devais garder cette idée dans un coin de ma tête, de manière à ne pas oublier, au moins, qu'à plus de 70 ans, je ne pouvais plus vivre comme à 40. Tous ces médicaments ont eu un drôle d'effet sur moi. Je me suis mis à beaucoup rêver, et notamment de Justine. Je l'ai revue chaque nuit, ou presque, souriante, pas du tout menacée, avec des yeux d'une clarté bizarre qui, au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de moi, devenaient lumineux, puis transparents, au point que je pouvais me glisser à travers eux, me réfugier en elle, comme pour me protéger de la maladie qui venait de se manifester. C'était la première fois que, rêvant d'elle, je ne sentais pas la présence d'un danger, au contraire. Ces nuits étranges m'ont également fait souvenir de petites choses et d'instants oubliés, comme s'il émergeait de coffins de la mémoire où ils demeuraient enfouis depuis très longtemps. Par exemple, une agate bleue et jaune que j'avais perdue dans la cour de l'école à 8 ans, une casquette grise qui ne m'avait pas quittée en hiver et qui avait disparu ensuite sans que je sache où elle était passée, un canif blanc à croix suisse qui m'avait accompagnée pendant de nombreuses années et qui avait disparu lui aussi à l'époque où je m'étais mise à travailler avec mon père, un sourire de Louise dans la lumière d'un matin de mai, l'image de Jeanne à 7 ans qui courait devant moi dans le parc, la sensation précise et délicieuse de la main de ma mère sur mon front brûlant, un regard de mon père assis à table un soir d'hiver. Rien que de très petites choses, des moments insignifiants et qui ne m'avaient pas marqué précisément, mais qui ressurgissaient avec une netteté stupéfiante après tant d'années. Que signifiait cette mémoire? Que le plus précieux ne s'efface jamais? Qu'il est inscrit au plus profond de nous pour toujours? J'avais cru que vivre, c'est perdre au fil des jours, et je découvris, comme me l'avait révélé Louise, que rien ne se perd de l'essentiel, des sensations les plus profondes, les plus précieuses que nous portons en nous. Je n'ai pu cacher que, si cette mémoire se manifestait de la sorte, c'était sans doute parce que l'heure du grand départ approchait. C'était une évidence. Mais je n'ai pas cherché à m'en défendre, au contraire, et néanmoins une sorte d'acceptation, d'acquiescement, un ordre établi depuis toujours, et qui de surcroît me permettrait d'accéder à des trésors que j'avais cru perdus, égarés définitivement. J'étais dans cette disposition d'esprit quand Charlotte a téléphoné un samedi soir, début mars, me posant aussitôt une question étonnante. Est-ce que tu vas bien, Bastien? Je vais très bien, et toi? Ai-je répondu. Était-il possible qu'elle ait senti à 500 kilomètres de distance ce qui se passait? Évidemment pas, mais je me suis interrogée pour savoir si Solange n'avait pas fouillé dans mes tiroirs en mon absence. Ensuite, Charlotte m'a demandé si je commençais à préparer les plantations et je lui ai répondu que j'allais m'y mettre dès le lundi suivant. J'ai hâte de venir, Bastien. Puis nous avons parlé de choses et d'autres jusqu'à ce que, juste avant de raccrocher, elle repose de nouveau la question. Tout va bien? Tu en es sûre? Tout va très bien. Tant mieux. Alors, à bientôt. Cette conversation m'a obsédée pendant des heures, me faisant de nouveau m'interroger sur une éventuelle trahison de Solange, mais je me suis refusée à l'en croire capable. Ce soupçon pourtant m'a poursuivi jusqu'au lundi suivant, quand je me suis attelée à la replantation. Il était bien temps, car la préparation du sol nécessite en gros travail à la pelle mécanique, afin de dessoucher sans trop décaper. Ensuite, il faut sous-soler, c'est-à-dire ameublir avec une dent métallique et tracer le sillon dans lequel sera introduit le plan de 3 ans. J'ai pu sortir chaque jour du mois de mars, rassurée sur mon état de santé, prenant part au travail comme si de rien n'était, en me souvenant du temps où l'on ne possédait pas de pelle mécanique et où la préparation du sol se faisait à la pioche en temps normal et à la tranche, une sorte de houe très coupante dans la bruyère. Labeur éreintant dans lequel mon père se lançait dès que les premières apparitions du soleil faisaient fondre la neige. Cette lourde et longue pioche me semblait peser 20 kilos à l'époque où je l'ai saisie pour la première fois, et c'est à cause d'elle que je redoutais le printemps, ces interminables journées que balayait encore le vent du nord, les retours à la nuit, les reins brisés, sans que jamais mon père ne s'inquiète de moi, sinon pour s'assurer que je serais bien en état de me lever le lendemain matin. Les jours qui passaient me rapprochaient de Charlotte, le temps demeurait plutôt doux pour la saison,
et je me réjouissais de la voir arriver le samedi 30 mars, quand elle téléphonait pour m'annoncer qu'elle devait remettre sa venue au samedi 6 avril. J'en ai profité pour aller chercher les plants à la pépinière et les entreposer à l'abri du vent, dans l'angle le plus humide de l'atelier. Le jeudi, Étienne m'a demandé d'un air détaché si ma petite fille allait venir comme prévu, et il m'a semblé qu'il en savait plus qu'il ne le disait. Je me suis même demandé si elle ne lui avait pas téléphoné, et je me suis mise à l'épier, à le considérer soudain différemment. Mais non, il paraissait imperturbable, égal à lui-même, dans ses silences comme dans le travail, et je n'ai pu penser qu'au samedi, que j'ai attendu avec la plus grande impatience. Chapitre 33. Charlotte est arrivée un peu avant le repas de midi, toujours coiffée de sa casquette, mais souriante, détendue, une lumière neuve dans les yeux. Nous avons déjeuné en compagnie de Solange qui, comme d'habitude, s'est désolée de mon caractère de plus en plus insupportable. Puis, nous avons repris notre conversation dans le salon comme si nous n'étions jamais quittés. Je n'osais pas l'interroger sur sa santé. Mais Charlotte a compris que j'attendais des nouvelles, et elle m'a dit d'une voix qui m'a réchauffé le cœur. Tu sais, Bastien, je suis guérie. Et avant que j'aie eu le temps de me réjouir, elle a soulevé sa casquette sous laquelle j'ai aperçu des cheveux fins, peu épais, mais d'un bel éclat chaud. Tu vois, fallait me croire, ai-je dit. Mais je t'ai cru, Bastien. Elle s'est levée pour m'embrasser, puis elle est revenue s'asseoir face à moi, très émue, les yeux brillants, et elle a ajouté. Il n'y a plus de traces du mal, ni dans ma jambe, ni dans mon sang. C'est pour cette raison que j'ai repoussé mon arrivée d'une semaine. Je voulais en être sûre avant de revenir te voir. Tu as bien fait. Nous allons pouvoir replanter sans souci de ce côté-là. Il me tarde d'être à lundi. Je ne sais pas comment te dire. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une nouvelle vie pour moi aussi. Puis elle m'a demandé comment cela allait se passer, ce qu'elle devrait faire, et elle a souhaité voir les plans de l'atelier. N'ayant aucune idée de ce à quoi il ressemble, a-t-elle ajouté. Nous sommes partis vers le milieu de l'après-midi, alors qu'il ne faisait pas plus de 10 degrés au dehors et que la pluie menaçait. Charlotte s'en est inquiétée et m'a demandé. Nous commencerons lundi, quel que soit le temps? Quel que soit le temps. Mais il ne neigera pas. Le temps a cassé et il restera comme il est, pour au moins une semaine. Une fois dans l'atelier, elle s'est étonnée de découvrir des plants si petits, 20 centimètres, guère plus, et s'est inquiétée de leur sort s'ils gelaient. T'en fais pas, ce sont des mélèzes hybrides d'Espagne et d'Europe. Ils sont adaptés aux basses températures. Des mélèzes? Pourquoi pas des Douglas? Parce qu'on a réfléchi depuis la tempête, on pense qu'ils résisteront mieux au vent, sans perdre quoi que ce soit en vitesse de croissance, ni en qualité de bois à la coupe. Le mélèze est homogène et imputrescible, comme celui des Douglas. Il pousse aussi vite? À peu près. Une fois de retour à la maison, elle a souhaité d'autres explications sur ce qu'elle aurait à faire, et je lui ai donné volontiers. Tu planteras à l'endroit que je t'indiquerai, et je recouvrirai les radicelles moi-même. Nous n'utiliserons pas de machine? Non, le sillon est fait, la pioche suffit. Mais ça doit être terriblement long. On peut mettre en terre 200 plants par jour environ. Ça n'irait pas plus vite avec une machine? Je lui ai alors expliqué qu'il existait effectivement des machines avec un tube à bec, mais qu'elles n'étaient pas très au point et qu'elle présentait un inconvénient majeur. Elle ne pouvait planter que des plants en godet et non pas à racines nues. Or, les plants en godet coûtent presque 3 fois plus cher à l'achat. En outre, le travail le plus pénible avait déjà été effectué avec la pelle mécanique, le sol dégagé, le sillon tracé. C'était un jeu d'enfant que d'introduire le plant dans un sol ameubli, de recouvrir et de tasser légèrement. J'espère que je serai à la hauteur, a-t-elle soupiré, en me faisant mesurer à quel point elle était importante pour elle, cette première replantation. J'en étais surpris, autant que de son impatience. Et j'y ai alors repensé à l'un de ses premiers séjours, au cours duquel elle m'avait demandé pour qui je plantais. Je lui ai rappelé au cours de la journée du dimanche, en lui posant la même question, mais elle ne m'a pas répondu. J'ai volé à ce secours en disant « Nous planterons pour le fils que tu auras un jour. » Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas protesté. Elle m'a répondu simplement d'une voix que j'ai à peine entendue. « Si tu pouvais dire vrai, Bastien. » Le dimanche soir, elle a tenu à se coucher de bonne heure, et le lendemain matin, je n'ai pas eu besoin de la réveiller. Quand nous sommes partis, il pleuvait un peu, mais la pluie a cessé rapidement, et nous n'avons pas eu besoin d'enfiler les cirés que j'avais emportés. Étienne nous attendait sur la parcelle qui avait été préparée la semaine précédente, une parcelle en pente douce, abritée de vent d'ouest. Il avait apporté les plants dont les cagettes avaient été réparties tous les 10 mètres de manière à ce qu'elles soient facilement à portée de main.
J'ai senti que Charlotte était gênée par sa présence, et il a dû le sentir aussi parce qu'il est parti rapidement, annonçant à haute voix que les équipes l'attendaient dans le bois de Chenevrières. J'ai compris qu'il fallait commencer rapidement pour ne pas ajouter davantage d'émotion à ce moment si important pour elle. J'ai écarté la terre sur 20 centimètres avec la pioche et je lui ai dit « Vas-y !» Elle s'est accroupie, a inséré les racines qu'elle a recouvertes de terre et je lui ai montré comment tasser légèrement, d'abord avec les doigts, puis avec le pied. Elle s'est redressée et s'est tournée vers moi et m'a demandé « Comme ça ?»« Très bien !» Et nous avons continué sans hâte soigneusement le long du sillon tracé par la dent métallique pendant un long quart d'heure au terme duquel, enfin, nous nous sommes arrêtés pour regarder derrière nous le travail accompli. « Il semble tellement fragile, » a remarqué Charlotte. « T'inquiète pas, la force des arbres se trouve dans leurs racines, non dans ce qu'ils laissent apparaître à l'air libre. » Elle ne paraissait pas convaincue, mais elle a continué avec un plaisir évident qui m'étonnait autant qu'il me réjouissait. À midi, quand nous sommes rentrés pour déjeuner, elle m'a semblé éreintée à force de se baisser et de se relever, des mouvements auxquels elle n'était pas habituée. Je lui ai proposé de se reposer durant l'après-midi et de ne reprendre que le lendemain matin, mais elle a refusé. Le soir, dès que nous avons eu dîné, elle était tellement fatiguée qu'elle a souhaité se coucher, et je suis restée seule dans mon bureau, regrettant de ne pouvoir poursuivre ces conversations qui me faisaient tant de bien. Depuis son arrivée, j'avais pris soin de ne prendre mes médicaments que lorsqu'elle était dans sa chambre, même si les horaires ne correspondaient pas avec ceux qui étaient recommandés par le médecin. Ce n'est qu'au bout de 3 jours qu'elle s'est habituée au rythme du travail et que nous avons pu veiller comme nous le faisions avant. Sans doute parce que je devinais qu'elle mesurait à quel point le travail de la forêt était difficile. Je lui ai dit ce soir-là qu'elle ne devait pas se sentir obligée de s'occuper un jour de Servières, même de loin. Elle a paru vexée, m'a répondu. « Enfin, Bastien, comment peux-tu croire que je puisse faire autrement ?»« Tu pourrais vendre. Les acheteurs manquent pas. La forêt est devenue un placement intéressant du point de vue fiscal. » Furieuse, elle s'est levée, a disparu dans sa chambre et je suis restée mécontent de moi-même, me traitant de tous les noms, me demandant pourquoi je prononçais des mots si contraires à ce que j'espérais. C'est sans doute parce que je la devinais fragile, adaptée à un autre monde que celui des forêts, et que je ne voulais surtout pas lui imposer quoi que ce soit. Je ne me sentais pas le droit de la détourner d'une vie qu'elle avait choisie, comme Jeanne, au sein d'une existence différente de celle que l'on menait. Le lendemain matin, elle m'a dit, alors que nous déjeunions face à face avant de partir au travail, « Bastien, s'il te plaît, cesse de penser que tu ne comptes pas pour moi, ou que ce monde dans lequel tu vis ne me concerne pas. C'est vous qui m'avez guéri. » « Tu le penses vraiment ?»« J'en suis persuadée. » Dès lors, nous n'avons plus parlé que des arbres et des projets de reboisement, à partir du moment où les conséquences de la tempête auraient disparu. « Dans combien de temps ?»« 1 an ou 2, ai-je répondu. « Travail et patience, en somme. »« Exactement. » À la fin de la semaine, elle m'a reparlé de Justine pour me demander si je pensais encore à elle. « Souvent. »« Et tu la vois comment ?» Elle me sourit. Je l'ai sentie très émue parce que je venais de lui avouer, et pourtant, je ne lui avais pas dit toute la vérité qui était que je rêvais de plus en plus de Justine, presque chaque nuit en fait, comme si je me rapprochais de plus en plus d'elle. Le dernier soir, Charlotte m'a dit en riant. « Le plus important maintenant, si j'ai bien compris, c'est de trouver un homme capable de me donner un fils, et non pas une fille. » Ah, il vaudrait mieux en effet. Tu as pu voir à quel point c'était un métier d'homme que celui de la forêt. J'ai le temps, et comme prise d'un doute. N'est-ce pas, Bastien, que j'ai le temps ? T'as pas trop quand même, ai-je dit. Pourquoi, tu es malade ? Décidément, j'avais souvent vérifié à quel point l'intuition féminine était vive. Mais à ce point. Bah, j'aurai 72 ans cette année, ai-je dit. Et alors ? Compte toi-même ce qu'il reste. Le lendemain, elle est partie à 9 heures du matin, me remerciant pour cette semaine où elle avait appris tant de choses. Avant de monter dans sa voiture, elle m'a embrassée en me disant « Je reviendrai dans 2 mois. Avant, si je peux. D'ici là, je compte bien créer un site au nom de ton entreprise sur Internet. Il nous aidera. Tu n'y vois pas d'inconvénient ? » Fais comme tu veux. Elle m'a fixé étrangement, puis « Prends soin de toi, Bastien. Il le faut. » Une fois de plus, tandis que la voiture disparaissait derrière les cèdres, je me suis demandé si Solange n'avait pas mis la main sur les médicaments, que je dissimulais pourtant soigneusement, dans le tiroir de mon bureau fermé à clé. Chapitre 34. Il y a eu, comme d'habitude, de nouveaux coups de griffe de l'hiver fin avril. Heureusement, nous avions fini de planter, et si la neige est tombée de nouveau, elle n'a pas tenu plus de 3 jours.
Les êtres, comme chaque année, sont demeurés mauves, jusqu'au début mai, puis de belles journées ensoleillées ont semé, sur les branches des feuillus, des fleurs qui ont dessiné les bouquets clairs au milieu du vert sombre des résineux. Ensuite, le temps s'est mis au beau, même si les aubes restaient froides et des souffles tièdes qui portaient des prémices d'été sont passés furtivement dans les après-midi déjà très lumineux. Durant toute cette période, Charlotte m'a téléphoné tous les 2-3 jours pour prendre de mes nouvelles, comme si elle s'inquiétait encore de ma santé. Je l'ai chaque fois rassurée de mon mieux, bien qu'étant de plus en plus convaincue qu'elle connaissait la vérité. Et puis, le dimanche 15 mai, vers 11 heures, alors je me trouvais dans mon bureau, j'ai aperçu une belle limousine de couleur grise, une Mercedes, qui se garait devant la terrasse. Intriguée, je suis sortie et je me suis trouvée face à un homme et une femme d'une quarantaine d'années, élégamment vêtus, qui se sont excusés de m'en déranger et m'ont demandé avec un accent qui m'a paru être allemand si j'étais bien Bastien Fromenteil. Comme je le leur confirmais, ils m'ont dit qu'ils souhaitaient me parler. Leur ton était si grave, si solennel, que je les ai fait entrer dans le salon sans toutefois songer à leur offrir quoi que ce soit, tant j'étais intriguée. La femme était grande, blonde, les yeux verts, vêtue d'un pantalon ou d'un chemisier d'un bleu très clair. Dès qu'elle a prononcé les premiers mots, dans un français un peu hésitant, mais parfaitement compréhensible, j'ai deviné à sa façon de se tenir la tête légèrement penchée sur le côté, à son visage, à son regard, à ses lèvres, de quoi il s'agissait. Complètement paralysée, le cœur battant à se rompre, je l'ai écoutée en sentant monter en moi une vague lourde et brûlante qui m'a oppressée. Elle s'appelait Magda Brettner. Elle vivait à Cologne avec son mari ici présent, et elle était la fille de ma sœur Justine. Vous savez que ce que vous dites est très grave, ai-je murmuré en sentant ma tête tourner, et j'ai ajouté d'une voix blanche. Je suppose que vous pouvez le prouver. Oh, mais bien sûr, monsieur. Elle m'a tendu un passeport où figurait le nom de son père, Karl Brettner, et de sa mère, Justine Fromenteil, née à Servières, commune d'Aiglemont en France, le 26 avril 1928. Elle a repris alors que je lui rendais son passeport, en voyant mes mains trembler devant moi. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est à la demande de votre petite fille Charlotte qui nous a contactés par Internet. Je n'ai rien pu répondre. J'étais à présent bien incapable de prononcer le moindre mot. Elle a beaucoup insisté, vous savez, pour que nous venions vous voir, et ce n'est pas facile pour nous, car votre sœur n'est plus de ce monde. Elle est décédée en 1969 lors d'un accident renversé par une voiture dans la Severinstrasse à Cologne. Et comme je demeurais stupéfait, paralysé sur mon fauteuil, il ne faut pas lui en vouloir, monsieur, m'a dit la visiteuse d'un air suppliant. En 1951, pour une Française née ici, où la guerre a laissé tant de traces, a provoqué tant d'horreurs, il n'était pas possible d'avouer qu'elle partait de son plein gré en Allemagne, et encore moins l'année suivante qu'elle se mariait avec un Allemand. Et comme je ne comprenais rien à ce qu'elle m'annonçait, souvenez-vous, vous avez soigné un soldat allemand blessé ici, chez vous, en 1944. Ma mère aussi l'a soigné. Eh bien, cet homme-là, c'était mon oncle. Il s'appelait Klaus Brettner. Elle s'est tue un instant, a soupiré avant de poursuivre. Avant de mourir, il lui a donné notre adresse en Allemagne et elle lui a fait la promesse d'aller témoigner de ses derniers jours auprès de nos parents. Elle a tenu parole et elle a rencontré chez nous Karl, le frère de Klaus, qui avait 2 ans de moins que lui et qui avait eu la vie sauve parce qu'il avait été fait prisonnier. Ils se sont mariés en mai 1952. Ce que je venais d'entendre me semblait incroyable et en même temps parfaitement plausible. Mais pourquoi n'a-t-elle jamais donné signe de vie? Ai-je demandé, pas tout à fait persuadée de la véracité de telles demandes. Oh, c'est facile à comprendre, monsieur. Oradour, les pendus de Tulle, le massacre des innocents par la Das Reich. Votre mère elle-même a eu un frère assassiné par les nazis, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Qui aurait pardonné? Qui aurait accepté? Moi, ai-je dit. Vous, peut-être, mais pas vos parents. Elle n'a pas osé. Ou plutôt, elle n'a pas voulu vous faire de mal. À ces mots, je me suis insurgée. Elle nous a fait bien plus de mal en disparaissant sans laisser de traces.
Ma mère en est morte, mon père en est mort, et moi j'en ai souffert toute ma vie. Oui, je comprends. Mais vous savez, elle avait l'intention de venir vous voir. Peu avant sa mort, elle avait préparé son voyage. Le destin ne lui en a pas laissé le temps. C'était bien tard. Nos deux pays étaient réconciliés. Elle avait enfin pu prendre la décision de venir s'expliquer. Ce n'étaient pas des arguments capables de me convaincre, mais je n'avais plus la force, et j'ai seulement murmuré. J'aurais tellement voulu la revoir au moins une fois. Rien qu'une fois. Elle avait l'impression d'avoir trahi son pays et sa famille. Après, plus tard, quand c'est devenu possible, elle s'est estimée coupable de ne pas avoir donné de ses nouvelles pendant tant d'années. Et elle a attendu encore le temps d'en trouver la force. L'homme, vêtu d'un costume gris, d'une chemise rose ornée d'une énorme cravate, est alors intervenu pour la première fois. C'est difficile aussi pour elle, vous savez. Pourtant, elle vous a écrit une lettre qu'elle voulait vous envoyer juste avant sa venue. Mais elle n'a pas eu le temps non plus. La voici. Je n'ai plus rien dit. Je regardais la lettre entre mes doigts, mais je ne me décidais pas à l'ouvrir devant cet homme et cette femme à qui je ne pouvais me défendre d'en vouloir, puisqu'eux aussi avaient été les gardiens d'un secret trop lourd. Sans doute l'ont-ils senti puisqu'ils se sont levés en me proposant de s'en aller. Je n'ai pas eu envie de les retenir et je les ai raccompagnés jusqu'à leur voiture, près de laquelle, enfin, j'ai trouvé la force de les remercier. Il faut pardonner, monsieur, s'il vous plaît, a répété la femme avant de monter dans la voiture. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas répondu. Il était trop tôt pour décider quoi que ce soit. Quand la voiture s'est éloignée, je suis rentrée de nouveau et j'ai ouvert l'enveloppe pour prendre la lettre dans laquelle Justine me confirmait tout ce qui m'avait dit sa fille en ajoutant: J'ai toujours gardé un lien avec toi, Bastien. Tu sais, cet homme qui se disait alsacien et qui venait travailler au Beaujou. Ce n'était pas un Alsacien, mais un Allemand. C'est moi qui te l'ai envoyé. Je le payais pour qu'il me raconte tout ce qui s'est passé à Servières. Et c'était comme si j'étais un peu près de toi. Elle finissait ainsi. Rappelle-toi, Bastien, combien j'avais peur du cavalier noir. Eh bien, ce n'est pas lui qui a gagné les combats auxquels nous assistions, toi et moi, mais Renaud, grâce à son cheval Bayard, il m'a emmené jusqu'à Cologne, près de la cathédrale qu'il a aidé à construire. Tu vois, les sortilèges de la forêt sont bien plus puissants qu'on ne pourrait jamais l'imaginer. Ils m'ont fait le plus beau cadeau de ma vie, et je ne remercierai jamais assez. Ne regrette rien, Bastien. Ne sois pas malheureux, puisque j'ai été heureuse, et je sais au fond de mon cœur que c'est ce que tu voulais. Il m'a fallu bien des jours pour me remettre de cette visite, de longs jours au cours desquels je n'ai pu en parler à Charlotte, et je ne sais pas très bien pourquoi. Je me suis promis de le faire dès qu'elle reviendrait à Servières, et il me tarde aujourd'hui de partager ce secret, afin de dévoiler avec elle, de lui donner à lire la lettre de Justine, lui montrer à quel point la forêt récèle de force et de prodiges. Elle s'est beaucoup moquée de moi quand je lui ai parlé, lors de ses premières visites, des légendes dans lesquelles nous vivions, et particulièrement Justine, qui en était tellement bouleversée. Mais je n'aurais jamais soupçonné qu'elle puisse façonner nos vies à ce point. S'il y a une chose qui parvient à m'apaiser lorsque j'y pense, c'est la certitude que Justine a été heureuse, alors que nous l'avons tous imaginée en souffrance, assassinée peut-être, ou retenue quelque part contre son gré. Je sais que c'est de cela surtout que nos parents ont souffert. Comment aurions-nous pu imaginer une vie heureuse pour elle loin de nous? Je m'efforce de penser à Clarisse et Aristide, là où ils sont aujourd'hui, connaissent la vérité et en sont apaisés comme moi, pour toujours. Chapitre 35. Nous sommes en juin. Il y a plus d'un mois que j'ai reçu la visite de la fille de Justine et plus d'un an que j'ai lu la lettre de Charlotte dans laquelle elle m'a demandé du secours. Le temps s'est mis au bout pour de bon, semble-t-il, et les feuillus sont d'un vert éclatant malgré les premières chaleurs qui ici ne culmineront qu'à la mi-juillet. Les machines tournent toute la journée dans les chablis, conduites par des hommes jeunes qui, contrairement à moi, paraissent ne pas connaître la fatigue et me laissent sur un quai désert, d'où bientôt ils ne m'entendront plus. Il faut bien que je me rende à l'évidence. Le monde a commencé de tourner sans moi, et il n'est plus temps de le regretter, seulement celui de s'en accommoder. Les grumes continuent de s'entasser au bord des routes, mais je sais que nous allons arriver à terme de ce travail éreintant qui nous occupe depuis le mois de janvier de l'année 2000. Je ne revivrai jamais une telle tempête, et heureusement, car je n'aurai pas la force de me battre contre des conséquences aussi désastreuses pour ceux qui, comme moi, aiment tant les arbres. Car je n'ai plus de doute, il y a 3 jours, un matin,
Alors que je marchais vers le Land Rover, la grande ombre que je redoute tant s'élevait de nouveau et m'ensevelit, alors que pourtant je prends sérieusement les médicaments que j'ai eu tant de mal à cacher à Charlotte et à Solange. Si, c'est gentil. Dès l'après-midi, je me suis rendue chez mon notaire à Aiglemont pour mettre au point un testament qui, a priori, ne pose pas le moindre problème. Persuadée que ma fille Jeanne ne s'y opposera pas, j'ai légué tout ce que je possède à ma petite fille, sans même préciser que je la charge d'exploiter la forêt après ma mort. Je sais que ce n'est pas nécessaire, qu'elle le fera d'elle-même. Elle ne vendra pas la moindre parcelle, j'en suis sûre. Si elle ne revient pas, ce que je crois probable, elle s'en occupera depuis Paris avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, d'autant qu'il y a ici un homme de confiance sur qui elle peut compter. Je lui expliquerai tout cela quand elle va revenir, dans 8 jours, mais je lui cacherai l'état dans lequel je me trouve, et mon refus absolu de ne plus pouvoir marcher un jour, de devenir dépendant, même si c'est de Solange, dont le dévouement ne se dément pas, et il faut bien le dire, me touche. Elle a dû deviner qu'il se passait quelque chose d'anormal, car elle m'épie de plus en plus, et la peur qu'elle en conçoit m'émeut, plus que je me l'avoue. Je ne sais pourquoi cette femme s'est attachée à ce point à moi, qui ne l'ai jamais traitée avec les égards qu'elle mérite. Qu'a-t-elle deviné? Qu'a-t-elle cherché auprès de moi? Une force ou une faiblesse? Un espoir ou un renoncement? Une ombre ou une lumière? J'aurais peut-être dû lui expliquer pourquoi j'ai refusé de vivre avec elle, de l'accueillir chez moi définitivement, comme elle l'a longtemps espéré. Mais ce n'est plus le moment de se poser ce genre de questions, car le temps presse. Je profite des jours jusqu'à la tombée de la nuit dont je guette l'arrivée sous le grand chêne, assis sur le banc où je ressens intensément la présence de Louise, dans l'odeur forte de la résine et des feuilles que l'humidité propre au plateau, dès que le soleil se couche, répand sur la forêt dont les arbres murmurent d'aise. Je reste là jusqu'à plus de minuit, attentif à leurs soupirs issus de leurs rêves impossibles. Atteindront-ils jamais le ciel, ces fûts magnifiques qui s'élancent tout droit vers la lumière et dont les feuilles frissonnent dans le vent? De grands oiseaux de nuit passent dans un étrange silence, comme pour me demander de quitter les lieux auxquels je n'ai plus le droit d'avoir accès. Je pose ma main sur le banc, à ma droite, en espérant saisir une main qui n'est plus là. Mais grâce à Louise, j'ai compris que le plus précieux ne se trouve pas dans la réalité du monde, mais en moi. Les rayons de miel qui éclairent mes souvenirs sont ceux qui ne s'éteignent jamais. Ils se rallument au moment où je m'y attends le moins, un réveil délicieusement des sensations intactes, d'une pureté inouïe, sur lesquelles le temps n'a pas eu la moindre prise. S'il existe une éternité, c'est dans ces coups fins qu'elle se tient cachée, du moins, je l'espère. Je me souviens des mots exacts de Louise avant sa mort. Il faut que des hommes et des femmes meurent pour que d'autres puissent naître. Cette pensée est devenue en moi une acceptation, ou mieux encore, un consentement. Je veux bien mourir pour que Charlotte puisse vivre, si c'est de cela qu'il s'agit. C'est d'ailleurs une pensée qui m'est familière depuis son premier séjour et avec laquelle aujourd'hui j'ai pactisé définitivement. C'est pourquoi je sais comment tout ça va finir. L'hiver prochain, quand il neigera, je partirai vers le bois des Essarts et je m'enfoncerai dans la forêt en veillant bien à ce que mes pas s'effacent derrière moi. J'irai le plus loin possible, au bout de la piste où un jour Justine m'a parlé de Renaud, le fils du roi Aimon, sous ces êtres magnifiques qui ont résisté à toutes les tempêtes, et je me coucherai là, sur le tapis blanc. C'est aussi dans ce bois que mon père a parlé aux arbres devant moi, pour la première fois alors que j'avais 5 ans, et j'y ai souvent emmené Louise pour lui raconter ma peur, mon émotion en entendant cette voix que je découvrais si différente de celle dont il usait d'ordinaire. S'il y a un endroit au monde où un peu de leur présence a pu demeurer, je suis sûre que c'est dans cet endroit-là. Je reverrai enfin Justine au milieu de tant de blancs étendus sous tant de lumière. Je lui prendrai la main et nous écouterons notre Père nous expliquer pourquoi les arbres, dans l'immensité de leur cœur, rêvent d'atteindre le ciel. C'est pour mieux nous hisser vers lui. Nous, les hommes, si petits, si perdus, si étranges aux secrets merveilleux de nos vies. Je tiens à exprimer ici mon amitié fidèle à Pierre Bergougneau et à sa femme Catherine qui m'ont si bien parlé des arbres. Mes remerciements à monsieur Charles Profit, expert forestier de Condat-sur-Ganavi. Toute ma reconnaissance à Pierre Estrade, le rude forestier de Perré-Belair, qui m'a livré bon nombre de ses secrets et dont j'ai autant aimé la parole que les silences. Christian Signol. Voilà. Je vous remercie à tous d'être passés, je vous souhaite une agréable soirée, puis je vous retrouve bientôt pour un nouveau livre. Bisous bisous.